D'abord, je voudrais saluer toute l'équipe du BASR. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter cette petite vidéo. Je suis venu à Pâques en 2019 et j'ai vraiment un souvenir inoubliable de l'accueil très généreux que vous m'avez réservé. Et avant d'entamer mon exposé, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage dans la double épreuve que vous vivez, épreuve à la fois médicale et sanitaire, et en même temps épreuve politique que nous connaissons tous bien. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter quelques concepts de base en psychanalyse. Bien entendu, dans le laps de temps que nous avons, il est tout à fait impossible de présenter tous les concepts. Donc, de façon très arbitraire, j'en ai choisi 4. Je vais d'abord vous parler de l'inconscient, et puis je vais vous parler du ça, du surmoi et du moi. En troisième lieu, j'aborderai le conflit psychique, et après, nous parlerons du transfert. Donc l'inconscient, le ça, le moi et le surmoi, le conflit psychique, et puis le transfert. Et dans une deuxième vidéo qui sera réalisée, je pense, le 15 novembre, nous aborderons la problématique oedipienne, c'est-à-dire le complexe d'Oedipe. Alors, premier concept important, c'est l'inconscient. C'est un concept tout à fait fondamental, il est tout à fait à la base de la psychanalyse, et il la distingue d'ailleurs nettement des autres conceptions de la vie psychique. En effet, pour les psychanalystes, une partie extrêmement importante de la vie psychique se déroule de manière inconsciente, c'est-à-dire hors de notre contrôle conscient. Et le but de la psychanalyse, c'est d'élucider, d'éclairer en partie, ce monde inconscient. Je dis en partie parce que l'inconscient est vraiment inépuisable. Mais la vertu de ce travail, c'est tout de même d'augmenter notre degré de liberté. Alors, pour commencer, avant d'être un peu plus théorique, je vais vous raconter 2 histoires cliniques pour illustrer un peu ces concepts. 2 histoires cliniques. Première histoire clinique, un homme de 30 ans dont le père a fait un infarctus. Entre parenthèses, c'est le cas d'une collègue, ce n'est pas un cas personnel, mais je me suis permis de le relater parce qu'il est très explicite. Donc je dis un homme de 30 ans dont le père a fait un infarctus du myocarde, donc une crise cardiaque. Et cet homme avait un rendez-vous avec une jeune femme qu'il trouvait très attirante, mais qu'il n'avait rencontrée qu'une seule fois. Et alors, cet homme de 30 ans présente vraiment ce qui ressemble extrêmement fort à une crise cardiaque. Il a une douleur intense dans la poitrine, des sudations, etc. Il ne va pas bien, il est admis à l'hôpital où on fait tous les examens usuels, un électrocardiogramme, des analyses sanguines, et le bilan au niveau cardiaque est négatif. Et après 2-3 jours, ce monsieur ressort avec le verdict, il n'y a pas d'infarctus du myocarde, rien au niveau cardiaque, mais une grande angoisse. Alors vous allez voir que la psychanalyse permet de comprendre ça, permet de donner un sens à ce qui s'est passé, pourquoi ce faux infarctus. Eh bien, les choses vont s'éclairer 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, notre monsieur, il a donc 40 ans, et son père fait à ce moment-là un deuxième infarctus, un vrai infarctus, et il meurt. Le père meurt, et le patient cet homme de 40 ans est déprimé suite au décès de son père, et à ce moment-là, il entame une psychanalyse, et c'est cette psychanalyse qui va nous permettre de comprendre le sens de cette soi-disant crise cardiaque. En fait, juste avant d'aller à son rendez-vous avec cette jeune femme attirante, il venait d'apprendre qu'elle était mariée. Et on peut considérer que c'est ça qui a déclenché cette angoisse intense. En fait, je vous laisse réfléchir, je vais un peu vite, mais il s'agissait d'une problématique oedipienne, dont nous parlerons dans la deuxième vidéo. Cet homme était envahi d'une angoisse de castration, d'une angoisse de punition oedipienne très importante. Le problème, c'est qu'il apparaissait un troisième personnage qui était un rival. C'est un problème de triangle, mais ce problème se passait dans l'inconscient. En fait, c'était un problème oedipien. Voilà un premier exemple de l'importance du monde inconscient qui peut venir éclairer des comportements ou des difficultés.
Je vous ai dit que j'allais vous donner deux exemples. Le deuxième exemple est issu de l'analyse d'un homme d'âge mûr. Et vous allez voir que dans son analyse, pendant son analyse, avec des levées de refoulement, cet homme découvre, voit émerger un fantasme très caractéristique, très typique, à propos de sa position dans la famille. En fait, il faut dire qu'il était l'enfant aîné, et puis il avait un frère plus jeune, et la cadette, c'était une sœur. Et voilà ce qu'on découvre dans l'analyse quand il a 40 ans environ, à l'âge adulte. Il découvre que, bien sûr, il admettait que son frère, donc juste né après lui, son frère était le fruit du couple de son père et de sa mère. Mais ce qui est très intéressant pour vous montrer l'existence du monde inconscient, c'est qu'on a découvert dans l'analyse qu'il avait un fantasme inconscient. Le fantasme que sa petite sœur, eh bien, elle était le fruit de son union à lui avec sa mère, que c'était lui-même avec sa mère qui avait conçu sa petite sœur. En quelque sorte, il prenait une revanche oedipienne contre le père. Mais vous voyez, je le répète, il s'agit de nouveau d'un fantasme tout à fait inconscient qui apparaît dans l'analyse. Alors, après ces deux illustrations cliniques, je vais développer un petit peu le contenu de l'inconscient, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans l'inconscient. Il y a plein de choses dans l'inconscient, c'est un monde extraordinairement riche et bouillonnant, et c'est ça que je vais vous montrer. D'abord, et ça cause beaucoup de problèmes, il y a plein de désirs dans l'inconscient, des désirs qui sont issus des pulsions. Les pulsions, ce sont des forces somatiques qui envahissent le monde psychique, et ces pulsions et ces désirs se traduisent alors au niveau de la psyché par des fantasmes, c'est-à-dire des scénarios, des films tout à fait imaginaires. Et c'est ainsi que dans l'inconscient, nous pouvons avoir des fantasmes d'agression, des fantasmes agressifs, par exemple des fantasmes de meurtre, liés par exemple à une très grande jalousie, à de l'envie. L'envie, ce n'est pas la même chose que la jalousie. On peut avoir des fantasmes de toute puissance. Pensez à certains hommes politiques très, très puissants actuellement, qui ont des fantasmes de toute puissance et qui n'arrêtent pas de dire qu'ils sont très beaux, très forts, qu'ils sont les meilleurs. Je ne vise personne, bien entendu. Nous pouvons aussi avoir des fantasmes de destruction. Pensez quand même à Hitler, qui voulait vraiment détruire des populations. Des fantasmes amoureux et érotiques, des fantasmes directement incestueux, des fantasmes ou des désirs homosexuels, des désirs hétérosexuels, des désirs bisexuels. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est que l'inconscient est plein de désirs et de fantasmes multiples qui bouillonnent. Vous allez voir plus tard que c'est ce que Freud a appelé le ça. Alors, il y a autre chose dans l'inconscient, bien sûr, il y a bien d'autres choses. Par exemple, il y a toute une série d'identifications. Parfois de façon consciente, mais souvent de façon plus inconsciente, dans notre histoire, nous nous identifions, donc inconsciemment, à des personnages importants de notre enfance, à des héros de l'histoire de notre pays, à des héros de mythes, ou à des professeurs, ou à des personnages qui nous ont fort marqués. C'est ainsi qu'en France, par exemple, on peut très bien imaginer que certains Français aient des identifications inconscientes à Napoléon, ou bien à Charles de Gaulle. D'autre part, je n'en sais rien, mais je pourrais très bien imaginer que chez vous, dans des populations arabes, on trouve des fantasmes inconscients d'identification à Gamal Nasser, par exemple, c'est possible. Eh bien, je vais vous donner un exemple, pour être plus clinique, je vais vous donner un exemple, de nouveau, un patient qui est en analyse. C'est un patient de 40 ans environ. Ce patient est médecin, et c'est au cours de son analyse que, de nouveau avec la levée des refoulements, etc., il a compris pourquoi il était devenu médecin. Il y a eu deux périodes de son histoire, l'enfance et l'adolescence, qui ont été primordiales dans ce choix professionnel. L'enfance d'abord. Eh bien, il avait un oncle maternel, donc le frère de sa mère. Cet oncle était médecin, justement. Cet oncle était médecin, et ce qui est très important à signaler, c'est que cet oncle avait une relation extrêmement étroite avec sa sœur, donc avec la mère du patient. Il y avait une espèce de connivence un peu mystérieuse pour l'enfant entre l'oncle maternel et la mère. Donc il y avait toute une relation mystérieuse de connivence dont l'enfant se sentait exclu. Nous sommes de nouveau dans un problème de triangle. Et quand cet enfant était adolescent, il avait environ 12 ans, il est tombé amoureux et il avait des fantasmes érotiques envers une amie de sa mère. Cette amie de la mère
avait environ 40 ans et cet adolescent avait du désir pour cette femme de 40 ans. C'est tout à fait classique à l'adolescence. Cette femme, cette amie de la mère, logeait dans la même maison, mais tout à fait en haut. Et l'adolescent avait parfois des fantasmes d'aller, ce qu'il ne faisait pas évidemment, mais il avait des fantasmes d'aller rejoindre cette femme tout en haut. Et un soir d'hiver, la femme, l'amie de la mère, est tombée malade, elle avait de la fièvre. On l'a appelé un médecin, le médecin est arrivé le soir et il est monté s'occuper et soigner la femme en haut. Cet épisode a à nouveau fortement marqué la psyché de l'adolescent et en fait, plus tard, il est devenu médecin et il n'est pas difficile de décrypter deux identifications oedipiennes dans son choix. Une première identification oedipienne à son oncle médecin dans l'enfance et une deuxième identification oedipienne à ce médecin fabuleux qui, le soir, monte dans la chambre de cette femme de 40 ans que ce jeune adolescent désirait. Alors, il y a encore bien d'autres choses dans l'inconscient. Je vais maintenant vous parler des affects pénibles ou des émotions pénibles. Ces affects pénibles sont, le plus simplement, sont refoulés dans l'inconscient. Il y a d'autres mécanismes de défense, mais on en parlera peut-être plus tard. Ils sont refoulés dans l'inconscient. Quels sont ces affects désagréables ou pénibles? Bien, d'abord, il y a l'angoisse. On peut très bien être rongé par une angoisse qui est inconsciente. Angoisse d'une punition, angoisse de mort, angoisse d'un châtiment, peur d'un accident. Et ça peut rester tout à fait inconscient, mais ça peut être source d'inhibitions, par exemple, très très importantes, qui sont des inhibitions dénuées de motifs apparents. En fait, en dessous, en sous-couche, il y a une angoisse extrême qui paralyse la personne. Un autre affect qui est très très pénible, ce sont les sentiments de culpabilité. Culpabilité qui peut entraîner alors des conduites étranges, des conduites d'autopunition. Il y a des patients, si on réfléchit un peu à leur mode de comportement, on voit qu'ils doivent se punir. Je vais vous donner un exemple tiré de ma clinique. J'avais un patient en analyse, un homme adulte en analyse. Vous savez qu'il y a une série de règles dans l'analyse et que par exemple toutes les séances du mois sont payées à la dernière séance du mois. Je ne vais pas insister là-dessus, il y a des raisons, etc. Mais je voudrais simplement me borner à l'exemple. Ce patient de 40 ans a suivi une analyse pendant quelques années et il faut dire que c'était un patient méticuleux, assez obsessionnel et il payait à la dernière séance du mois scrupuleusement le montant tout à fait exact, le montant tout à fait précis des séances du mois écoulées. Et puis, à un certain moment, on a décidé ensemble que l'analyse avait bien avancé et qu'on pouvait envisager la fin, la terminaison, qu'on a placée 3 mois plus tard, je dirais, je ne me souviens plus très bien. Et alors, il est apparu un phénomène assez étonnant, c'est qu'à chaque paiement, chaque fois, chaque mois, systématiquement, le patient se trompait, et alors qu'il avait toujours payé avec une exactitude extraordinaire, chaque fois, à partir de la décision d'arrêter l'analyse, eh bien, il me payait trop. Il me donnait trop d'argent. Il se trompait. Alors, ça paraît assez étonnant et on a essayé de comprendre ça, on a essayé d'analyser ça. Et en fait, ce qui est apparu, c'est que le patient avait une très grande culpabilité de m'abandonner. Il avait une culpabilité de me laisser, de m'abandonner, et il essayait de réparer ça inconsciemment en me payant trop. Vous connaissez peut-être un analyste allemand qui s'appelle Stierlin. C'est un analyste qui s'est occupé de famille et il s'est notamment beaucoup attaché à décrire la culpabilité de certains adolescents qui ont très difficile à s'autonomiser, à quitter une mère fragile. Donc voilà un exemple d'autopunition chez mon patient par sentiment inconscient de culpabilité. Il peut également y avoir dans l'inconscient, et c'est très douloureux, mais c'est très caché, très refoulé, des sentiments de honte. La honte est un sentiment extrêmement pénible, lié à des échecs, des ratés, ce que dans notre jargon de psychanalyste nous appelons des blessures narcissiques, des blessures de l'amour-propre. Et on peut voir aussi des inhibitions importantes qui sont à première vue inexplicables, mais quand on gratte et quand on essaye de voir ce qui se passe dans le monde inconscient, il y a des sentiments de honte et des hantises ou des craintes d'un échec qui sont très opérants. Enfin, il peut également y avoir au niveau inconscient du désespoir, un chagrin profond, de la dépression ou des sentiments d'impuissance.
Alors, bien sûr, dans l'inconscient, toujours, je dois parler des mécanismes de défense, parce qu'ils sont inconscients et ils sont responsables de tenir inconscient tout ce monde très riche que je suis occupé à évoquer. Les mécanismes de défense sont une opération du moi, une partie de la psyché. Nous allons reprendre ça un petit peu plus loin. Et le premier mécanisme de défense qui a été décrit par Freud, et abondamment décrit, c'est le refoulement. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que le refoulement? Eh bien, il faut imaginer que les pulsions, les désirs, comme je l'ai dit, créent la formation d'un tas de fantasmes, de scénarios, d'histoires, tout un cinéma, si vous voulez, qui représente la réalisation du désir, et le moi repousse alors ces fantasmes dans l'inconscient. Parce qu'il peut y avoir des dangers, parce qu'il peut y avoir des interdits, des rites de punition, donc refoulement, tout est refoulé dans l'inconscient. Et alors, déjà Freud a très bien décrit qu'il pouvait y avoir un retour de ce refoulé, que par morceaux, il pouvait réémerger. Il a parlé des lapsus, des actes manqués. L'inconscient peut faire retour dans les rêves aussi, et bien sûr dans la cure analytique, où à la faveur de la régression de la cure analytique, on attend une espèce de relâchement des mécanismes de défense et un retour d'éléments refoulés. Je répète, le refoulement, c'est une défense très importante, c'est la défense centrale des modes de fonctionnement névrotiques, nous verrons ça plus tard. Ce sont des modes qui sont essentiellement organisés autour du conflit oedipien. Mais il y a des tas d'autres mécanismes de défense, bien entendu, il y en a beaucoup d'autres. J'irai un peu plus vite, il y a le déplacement, nous allons parler du transfert par déplacement. Il y a aussi la projection. La projection, c'est le fait d'attribuer à l'interlocuteur, d'attribuer à l'autre le désir ou l'intention qu'on a soi-même dans l'inconscient. Quand il y a une projection très très importante de désir agressif ou de désir meurtrier, ça peut amener à certains degrés de paranoïa, c'est-à-dire qu'on attribue tous ces désirs, toutes ces intentions agressives à l'interlocuteur, et on vit un sentiment de menace très grand. Pensez par exemple au fait que Adolf Hitler, qui avait déclenché volontairement la Deuxième Guerre mondiale, dans les grandes lignes en tout cas, il porte une responsabilité immense là-dedans, eh bien, il attribuait la causalité de cette guerre aux Juifs qui étaient maléfiques et tout à fait diaboliques. C'était vraiment une attitude paranoïaque. Il y a aussi des défenses maniaques, ce qu'on appelle des défenses maniaques, ce sont des illusions de toute puissance qui protègent contre, au niveau inconscient, des vécus d'échec, des vécus de dépression, des vécus d'impuissance. Je pense ici à certains hommes politiques qui n'arrêtent pas de proclamer qu'ils sont les plus beaux, les plus forts, les plus incroyables, que tout va toujours bien et qu'ils ont résolu absolument tous les problèmes. Il s'agit, on peut parler de défense maniaque, mais bien sûr par rapport à des affects très douloureux inconscients. Dans le fonctionnement névrotique, je l'ai dit, donc centré autour de l'Oedipe, ce sera l'objet de la deuxième vidéo. Dans le fonctionnement névrotique, la défense centrale, c'est le refoulement. Alors à côté de ça, il y a une autre catégorie dont je n'aime pas les catégories parce qu'il faut être plus souple que de mettre des étiquettes, mais enfin il y a quand même des patients qui sont plus agités, qui sont plus fragiles et que nous avons tendance à appeler des fonctionnements limites ou les patients borderline. Là, la défense principale, ce n'est pas le refoulement, c'est le clivage. Alors je vais dire quelques mots sur une forme de clivage, qui est un autre mécanisme de défense, et ça m'amène bien sûr à parler des traumatismes. Les patients borderline sont souvent des patients qui ont eu des relations précoces très perturbées, émaillées de traumatismes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme, en gros, pour un psychanalyste? Bien, c'est un événement historique qui déborde, qui fait effraction et qui déborde la capacité de l'appareil psychique de les élaborer, c'est-à-dire de se les représenter, de construire une histoire pour se les expliquer, etc. Donc de créer des représentations. Quand l'appareil psychique fonctionne convenablement, toutes les expériences sont métabolisées, si vous voulez, par la psyché, sont transformées en fantasmes, en scénarios, en cinéma, en représentation, et puis il y a un refoulement. Lorsqu'il y a des traumatismes importants, ce mécanisme n'opère pas, la psyché est débordée par l'effraction traumatique, elle est sidérée, elle est incapable de créer des représentations, et le trauma est
clivé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il est comme enquisté, il est placé à part, hors de la subjectivité. Donc, il n'est pas transformé, il reste un état de nature dans une espèce de kyste dans l'appareil psychique. Et alors, ces traumatismes peuvent faire retour. C'est ça le gros problème. Ces traumatismes qui n'ont pas été élaborés, qui ont été clivés, ils peuvent faire retour sous des formes très surprenantes. Ça peut être des hallucinations, ça peut être des somatisations, des plaintes somatiques, ça peut être des crises de panique, très souvent, ça peut même être des épisodes délirants. Un psychanalyste que j'aime beaucoup, un psychanalyste anglais, Donald Winnicott, avait bien étudié et décrit la peur de l'effondrement. Et cette crainte de l'effondrement, c'était la peur dans l'avenir que se produise un breakdown, comme il disait, un effondrement, crainte qui en fait était la trace d'un effondrement qui s'était produit dans le passé. Donc on n'arrêtait pas de redouter à l'avenir quelque chose qui en fait s'était déjà produit. Je voudrais vous donner, pour être un peu moins théorique, je voudrais vous donner un exemple clinique à propos de ces phénomènes de clivage et de retour du traumatique. Je vais me placer en septembre 2001. Vous savez que des islamistes radicaux ont attaqué les 2 tours à New York, ce qui a créé un trauma gigantesque aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'on a vu à ce moment-là à New York? Eh bien, on a vu des juifs new-yorkais, quelques juifs new-yorkais, qui ont dû être hospitalisés dans des centres psychiatriques parce que devant cette agression des tours de Wall Street, ils avaient basculé dans un délire paranoïde, un délire avec une angoisse paranoïde terrible. Ils étaient persuadés que les nazis étaient revenus, que les nazis étaient là. Donc vous voyez bien la permanence de traces psychiques des traumatismes anciens et qui peuvent alors se réveiller à des occasions ultérieures. C'est très important. Ces traces de traumatisme sont enfouies, sont cachées, elles sont clivées, donc dans notre jargon elles sont clivées, et elles se transmettent de génération en génération. Il y a un non-dit, il y a un caché, un encrypté, un non métabolisé qui est transmis. Bon, nous n'avons pas le temps d'aborder tous ces mécanismes maintenant, mais ça peut être transmis de génération en génération. Donc des traumas anciens, comme la Shoah pour les Juifs, mais aussi pour la NAPK, pour vous, ou d'autres traumatismes collectifs, laissent des traces à travers les générations. Voilà, j'en ai fini avec le problème de l'inconscient. Vous voyez qu'il contient énormément de choses. Maintenant, très brièvement, je vais décrire, je vais rappeler ce que c'est, certains d'entre vous le savent certainement, ce que c'est le ça, le moi et le surmoi. En 1923, Freud a écrit un texte qui s'appelle Le moi et le ça, et il postulait l'existence dans la psyché de 3 instances qui s'appellent le ça, le moi et le surmoi. Et ces instances ont toute une partie importante dans l'inconscient. Le ça, j'en ai déjà parlé, on peut s'attacher à l'image d'une espèce de chaudron bouillonnant, de pulsions, de désirs, d'intentions. Je l'ai dit, il y a des désirs sexuels, amoureux, d'inceste, de meurtre, des désirs agressifs, des désirs de pouvoir, des désirs de domination, des désirs sadiques. On pourrait dire de façon un peu simple que c'est la partie assez animale ou assez bestiale de l'être humain, et elle va devoir être humanisée par la culture et par la civilisation. Et ça m'amène à vous parler alors maintenant du surmoi. Qu'est-ce que c'est que le surmoi? Mais c'est une autre instance dans la psyché, et c'est une instance qui, si vous voulez, joue le rôle d'un surveillant, d'un juge, et qui condamne, alors qui peut édicter des verdicts. Le surmoi des gens provient de l'intériorisation, l'internalisation, si vous voulez, du surmoi des parents. C'est-à-dire que la culture édicte certaines normes, certaines limites, certains tabous, certains interdits. Chaque culture a ses normes, ses tabous, ses interdits. Sans tabou, sans interdit, il n'y aurait pas de culture. Et il y a donc un surmoi culturel, et les parents sont les transmetteurs plutôt de ce surmoi culturel vers les enfants. Les parents ont un surmoi influencé par le surmoi de leurs propres parents, et le surmoi des enfants provient alors, s'édifie à partir du surmoi des parents, par intériorisation
du surmoi des parents. Donc vous voyez qu'il y a toute une transmission des interdits et des valeurs surméiques de génération en génération. Alors ce qui est très important, c'est que c'est la condamnation par le surmoi qui explique les sentiments de culpabilité, qui sont un élément très important de la psyché pour les psychanalystes. Il y a des gens qui ont des conduites d'autopunition. Quand on observe très bien, on voit des conduites d'autosabotage qui peuvent être en fait des conduites d'autopunition. On se punit pour des raisons qu'on ne connaît pas. En fait, c'est caché. Il y a une culpabilité tout à fait inconsciente. Alors, je vais terminer ce chapitre-ci en parlant du moi. Le moi, c'est la troisième partie donc de la psyché, la troisième instance, et c'est une instance qui a un travail qui est en partie inconsciente aussi, et qui a un travail vraiment très difficile. Le moi essaye d'obtenir une relative conciliation, une relative harmonie entre le ça, le surmoi et la réalité. Donc il y a trois éléments, le ça, le chaudron de pulsion, le surmoi qui est le juge, l'interdicteur, et la réalité, parce qu'il y a aussi les limites de la réalité, les désirs de toute puissance, désirs incestueux, etc., peuvent se heurter à la réalité. Il y a le principe de plaisir, bien sûr, mais il se heurte au principe de réalité. Donc, je le répète, tous ces mécanismes de défense sont l'œuvre du moi. Alors, j'en arrive au troisième de mes concepts, très très important, primordial pour les psychanalystes, c'est le conflit psychique. C'est très très important pour les psychanalystes. Immanquablement, la psyché est agitée, tourmentée, voire parfois torturée par des conflits psychiques. Dans la deuxième vidéo, dans la prochaine vidéo, nous allons nous centrer sur un seul conflit, le conflit oedipien, le complexe d'Oedipe, si vous voulez. Donc, j'en parlerai très peu cette fois-ci. Mais il y a d'autres conflits, il y a des tas de conflits. La vie psychique est faite de conflits, en grande partie inconscients. Je vais donner quelques exemples de conflits psychiques, sans me centrer ou sans m'arrêter particulièrement donc, sur le conflit oedipien. Mais de façon plus générale, un premier type de conflit, c'est le conflit d'ambivalence. Qu'est-ce que c'est que le conflit d'ambivalence ? Bien, c'est le conflit psychique très important entre l'amour et la haine pour la même personne. Il y a quand même un certain degré de haine très répandu vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis même des gens qu'on aime. Et un conflit important, c'est donc le conflit entre la haine et l'amour à un niveau inconscient. Et qu'est-ce qui va l'emporter ? Est-ce que c'est la haine ou est-ce que c'est l'amour ? Et ça introduit un tas de sentiments pénibles dans l'inconscient, ce conflit d'ambivalence. Bon, il y a bien sûr de l'amour et de la haine, mais ça peut entraîner de la culpabilité, ça peut entraîner l'angoisse d'une rétorsion, d'une punition, ce qu'on appelle aussi l'angoisse dépressive, c'est-à-dire le souci, la peur de détruire l'autre, etc. Il y a plein de sentiments très pénibles qui sont issus des conflits d'ambivalence. Ce sont des conflits généralisés qui sont toujours difficiles à supporter et à résoudre. Alors, il y a très grossièrement, il y a deux façons de s'en défendre, de nouveau, par deux mécanismes de défense que j'ai déjà évoqués. Ou bien il y a le refoulement, on refoule. En général, on refoule la haine. Des gens peuvent s'entendre très bien en apparence, mais ça n'empêche qu'il puisse y avoir de l'hostilité et de la haine sous-jacente, refoulée dans l'inconscient. Ou bien, et alors, il y a un autre mécanisme de défense qui est plus drastique, qui est plus primitif. C'est un type de clivage qui a été décrit par Melanie Klein, par la psychanalyste hongroise-anglaise Melanie Klein, et qu'elle appelle le clivage de l'objet. Plus simplement, je pourrais dire le clivage de la mère. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, c'est qu'à certains moments, l'enfant, par exemple face à des frustrations importantes, peut mentalement diviser la mère en deux mères séparées. Donc il a deux mères. Il a une mère qui est bonne, qui est bienveillante, qui est très gentille, mais il a une autre mère qui est méchante et qui est persécutrice. Donc c'est ça le clivage de l'objet, le clivage de la mère, et ça peut très bien expliquer certains comportements de patients adultes, les patients en général borderline ou les patients limite, chez lesquels on peut voir des chiffres, des oscillations très brutales entre des comportements très positifs, voire amoureux, et puis tout à coup, brutalement, la bascule dans des comportements de haine et d'agressivité, donc une espèce de tout ou rien, la haine et l'amour qui peuvent se succéder et se remplacer de façon très brutale chez les patients borderline. C'est un auteur américain qui s'appelle Kernberg
allier ces comportements à l'existence d'un clivage kleynien de la mère, bonne mère, mauvaise mère, qui sont séparés. Alors, très globalement, un autre type de conflit, c'est, bien sûr, vous l'avez déjà compris, c'est les conflits entre les pulsions, les désirs issus des pulsions, et tous les interdits de la culture, de la société, de la police éventuellement, des parents. Exemple, le conflit oedipien, bien entendu. Qu'est-ce que ça peut entraîner? Dans un premier temps, ça entraîne une peur du gendarme, une peur du juge, une peur du gendarme, c'est-à-dire une peur de la punition, parce qu'une transgression risque d'être punie, sanctionnée par la police, par le gendarme, donc c'est une angoisse de la punition. De façon un peu plus élaborée, la transgression peut éveiller autre chose, plutôt un sentiment de culpabilité, c'est-à-dire qu'il s'est édifié à partir des règles externes, il s'est édifié un surmoi, c'est-à-dire un juge interne, et alors c'est beaucoup moins la peur du gendarme que la culpabilité. Alors, il y a aussi évidemment des conflits et des souffrances liées aux aspirations narcissiques. Qu'est-ce que ça veut dire, les aspirations narcissiques? Eh bien, dans le jargon des psychanalystes, ça veut dire les grands souhaits liés, les volontés même liées à l'amour-propre. Il y a des gens qui ont des désirs de toute puissance. Et quand on a des désirs de toute puissance, c'est très compliqué parce qu'on tombe en échec, il y a les limites de la réalité, et il y a les limites de ses capacités propres. Certains enfants, bon, même tous les enfants à un certain moment, ont des désirs de toute puissance, et puis ils ont des échecs ou l'incapacité de réaliser ce désir. Ça entraîne de nouveau dans notre jargon, je l'ai dit, une blessure narcissique, de l'humiliation, de la honte, du désespoir, de la dépression. Je ne sais pas si dans les pays arabes vous avez la même expression, mais il existe chez nous une expression qui, bon, il faut parfois faire attention aux expressions populaires comme ça. Nous avons une expression qui montre le côté douloureux, le côté insupportable de la honte. C'est un sentiment qui est souvent clivé ou refoulé, mais c'est un sentiment extraordinairement pénible. Dans nos pays, il y a une phrase qui est « mourir de honte ». Donc la honte, c'est très important. Et de multiples mécanismes de défense, de nouveau, peuvent évacuer cette humiliation. Par exemple, de nouveau, Hitler, qui avait des besoins de triomphe, de vengeance, des défenses maniaques, des défenses grandioses, des dénis de l'impuissance et de l'échec, la recherche aussi de boucs émissaires, quand on a subi une humiliation très grande et qui est dans l'inconscient, on a quand même le désir de faire vengeance, de trouver à tout prix un coupable, et on cherche des boucs émissaires. Et nous connaissons actuellement certains hommes politiques qui utilisent des haines nationalistes et créent des boucs émissaires pour remplir leurs sentiments de puissance et aussi pour régler leurs difficultés politiques intérieures. Nous penserons aussi à certains hommes politiques très importants, encore une fois, je me répète, qui n'arrêtent pas de dire qu'ils sont les plus beaux, les plus grands, les plus forts, et qu'ils ont tout réglé merveilleusement, alors que leur impéritie a entraîné des catastrophes. Alors, un grand type de conflit très très important pour la psyché, ce sont tous les conflits entre la dépendance et l'autonomie. Ça, c'est fondamental. Les conflits entre la dépendance et l'autonomie. Pourquoi? Eh bien, parce que nous tous les humains, nous avons à la fois, c'est ça qui est difficile, nous avons à la fois des besoins d'autonomie et des besoins de dépendance. On a envie d'être autonome. Être autonome, ça donne un sentiment de liberté, d'accomplissement de soi-même, ça donne de la fierté. Le narcissisme, dans notre jargon, est bien alimenté par la réalisation d'autonomie. Mais la dépendance, ça n'est pas mal non plus, parce que la dépendance, c'est la chaleur, c'est un bien-être de sécurité, de protection, on peut s'abandonner, tous les dangers sont écartés par quelqu'un d'autre. Donc, le problème, c'est qu'on a à la fois des désirs d'autonomie et des désirs de dépendance, et que les deux sont évidemment antagonistes. Alors, ces conflits peuvent exister à tout moment de la vie, bien entendu, mais il y a deux périodes où ils sont vraiment aiguisés, c'est la petite enfance et c'est l'adolescence. Bon, la petite enfance, vous avez tous l'expérience des enfants, vous savez combien c'est important pour un enfant, à certains moments, de pouvoir dire non. Il y a un moment où tout ce que l'enfant peut dire, c'est non, non, je m'oppose, non, je ne suis pas d'accord. Bien, c'est une étape très importante parce que l'enfant construit son identité, il se sépare de l'adulte, si vous voulez,
il crée les bases de son autonomie en s'exprimant par le non. Quelque chose d'autre qui est très important aussi chez l'enfant, c'est non, c'est moi tout seul, moi tout seul. Il ne veut pas qu'on aide, il veut faire les choses tout seul. J'ai l'image d'un petit garçon qui veut monter dans un arbre et son papa est quand même là, un peu inquiet, est-il capable de monter? Alors, le parent doit très bien doser son intervention parce que si le papa s'occupe tout le temps de l'enfant, le tient tout le temps, l'enfant va être en rage parce qu'il est étouffé et tout désir d'autonomie est étouffé. Inversement, si le parent ne fait rien et s'en va boire un verre ailleurs et laisse l'enfant monter tout seul, c'est une carence grave parce que là, tous les besoins de protection et de sécurité sont délaissés. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que les psychanalystes appellent globalement les conflits liés à l'analité. L'analité. Je ne vais pas développer ça parce que nous n'avons pas le temps, mais le problème c'est qui dirige? Qui dirige? Qui a le pouvoir? Qui prend l'initiative? Est-ce que c'est la maman? Est-ce que c'est l'enfant? En fait, ça doit être négocié très finement en laissant petit à petit une autonomie croissante à l'enfant. Je vais vous donner deux exemples pour être un peu plus clinique. Je vais vous donner deux exemples tirés de mon expérience avec des adultes. Ce qui est frappant, c'est que vous allez voir que de tout petits détails pour les psychanalystes sont parfois extraordinairement révélateurs. Il faut faire très attention aux détails. Premier exemple, c'est un homme de 35 ans qui est en analyse. Et ce qui est frappant, c'est que cet homme avait une mère assez autoritaire, une mère intrusive, et il s'était soumis docilement, et de fait, il était couvé et dirigé extrêmement par sa mère. Alors, importance des petits détails dans l'analyse, à la fin de la séance, quand je le conduisais à la porte pour qu'il sorte du cabinet, il me laissait toujours ouvrir la porte. Il était passif, et c'est moi qui prenais la clache et qui ouvrais la porte. Et puis, pendant toute une période de l'analyse, on a élaboré, on a étudié, analysé toute cette relation avec cette mère couvante, étouffante, qui exerçait une protection, mais une emprise sur lui, et qui le castrait, si vous voulez, de son autonomie. Il a pris conscience de ça progressivement, il a exprimé ses sentiments de révolte, et ce qui est très frappant, ça a l'air d'un tout petit détail, mais c'est très révélateur, à ce moment-là, dans l'analyse, je n'ai plus dû lui ouvrir la porte, prendre la clage pour ouvrir la porte, c'est lui-même qui ouvrait la porte en sortant. Voilà un exemple qui a l'air tout à fait léger, anodin, mais en fait c'est un révélateur très important de ces conflits d'autonomie et de dépendance. Qui prend l'initiative, qui est passif et se soumet. Le deuxième exemple que je vous ai promis, c'est un monsieur d'une rigidité extraordinaire. Vraiment, il était rigide comme tout. Et c'est très simple, ce monsieur, il avait tout le temps des accidents de voiture. C'était assez étonnant. Je pense qu'il conduisait convenablement, mais il avait tout le temps des accidents de voiture. Et alors il expliquait pourquoi il avait des accidents de voiture. C'était assez caricatural, ce sont ses paroles littérales. Il avait des accidents de voiture parce qu'il était toujours dans son droit. Je répète, il avait des accidents de voiture parce qu'il était toujours dans son droit. Bien, c'est extrêmement significatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce monsieur a une telle rigidité qu'il n'a aucune souplesse, qu'il est tout à fait incapable de négocier et de faire des compromis. Vous voyez, c'est de nouveau dans notre jargon ce que nous appelons des conflits liés à la période anale, et ce sont des conflits justement où est-ce que quelqu'un garde tout le pouvoir et l'autre est écrasé, ou bien est-ce qu'on arrive à faire une négociation, est-ce qu'on arrive à tisser des compromis? C'est très très important, parce que la crainte de l'enfant à la période anale, c'est que lâcher un morceau, lâcher une partie, ça équivaut à perdre le tout. Ça, vous devez bien retenir, c'est ça le problème, que dans ces angoisses-là, il y a le fait que pour eux, lâcher une petite partie, c'est comme si on perdait tout. Alors que justement, négocier et aboutir à des compromis, c'est admettre qu'on va accepter de céder une partie, mais que l'autre, en contrepartie, fera des concessions importantes. Vous voyez que de petits exemples cliniques sont parfois très révélateurs. Ces problèmes de dépendance se révèlent aussi, j'avais parlé de la petite enfance, de la période du non, j'avais parlé de l'adolescence, et en fait j'ai oublié de parler de l'adolescence. Je vais vous dire en deux mots, l'adolescent a aussi d'énormes problèmes, d'énormes conflits, parce que il doit quitter l'enfance. Alors quitter l'enfance, c'est abandonner quand même la sécurité, la protection des parents. Les parents veillent au bien-être, les parents s'occupent de tous les problèmes matériels. C'est angoissant, c'est quitter la sécurité de l'enfance.
Mais l'adolescent aspire aussi à une forte autonomie. Et alors, dans ces désirs d'autonomie, il se heurte à deux obstacles. D'abord, c'est comment est-ce que les parents vont réagir? Est-ce que les parents, comme l'exemple du papa avec le petit garçon dans un arbre, est-ce que les parents vont être capables de concéder petit à petit un degré d'autonomie gérable par l'adolescent? Donc, premier élément de la rébellion adolescente, de la révolte adolescente, c'est contre l'autorité des parents, on le sait bien, c'est tout à fait banal. Mais il y a un conflit plus intérieur chez l'adolescent, c'est que dans ses désirs d'autonomie et d'indépendance, il doit aussi lutter contre lui-même, contre ses propres désirs de protection et de sécurité. Et un dernier âge de la vie où ces conflits de dépendance se révèlent très forts, c'est le grand âge, c'est chez les personnes âgées. Parce que bien sûr, la vieillesse entraîne une dépendance croissante, une perte d'autonomie, et chez beaucoup de gens, c'est quand même, de nouveau dans notre jargon, une blessure narcissique, c'est-à-dire une grande atteinte à l'amour-propre. Et on voit chez certains vieux, alors de la colère, de la protestation, un refus d'aide, ils veulent tout faire tout seuls, ils veulent absolument rentrer à la maison alors que c'est tout à fait irréaliste, parce qu'ils sont accrochés à la sauvegarde de leur amour-propre et de toutes leurs illusions d'autonomie. Un dernier problème avec la dépendance, un dernier problème avec la dépendance que je voudrais soulever et qui est très important, c'est que certaines personnes passent leur vie à refuser, à éviter de dépendre. Ils ne veulent pas de dépendre. Par exemple, certaines personnes, leur vie durant, ne veulent pas, n'osent pas, je dirais, n'osent pas s'engager dans une relation amoureuse. Eh bien, il peut y avoir deux sources à cette difficulté de s'engager et de dépendre. Le premier élément à l'origine de ça, c'est que dans l'enfance, la dépendance peut avoir été vécue comme beaucoup trop étouffante, trop aliénante, et donc dépendre, c'est une menace, c'est la menace d'être étouffé, de perdre toute autonomie, et donc ce sont des gens qui toute leur vie continuent à protester moi tout seul, parce qu'ils ont peur d'être étouffés, aliénés par un interlocuteur trop présent, trop interventionniste, trop étouffant, trop intrusif par exemple. Mais il y a aussi une autre raison de passer sa vie à redouter la dépendance, ce sont les situations où, dans l'enfance, il y a eu des failles très très précoces de l'environnement. Winnicott a bien étudié ça, des failles précoces, ce qui fait que pour l'enfant et après pour l'adulte, c'est très risqué de dépendre. Là, c'est une autre figure. Il ne peut plus faire confiance, il doit se méfier et il veut continuer à se débrouiller tout seul parce qu'il n'ose pas s'appuyer sur un objet, sur une personne, ayant l'idée que cette personne n'est pas fiable et qu'à certains moments, elle va lâcher. Donc vous voyez qu'il y a deux raisons tout à fait différentes de refuser la dépendance, ou bien étouffement par un objet trop intervenant, ou bien au contraire éviter la dépendance par un objet qui n'est pas fiable, auquel on ne peut pas faire confiance. Alors, nous approchons tout doucement de la fin de mon exposé. Je vais évoquer assez brièvement la notion de transfert. Donc c'est le quatrième point que j'aborde aujourd'hui, le transfert. Freud a d'abord découvert le transfert appelé transfert par déplacement. Le transfert par déplacement. Je parlais tout à l'heure de la défense par déplacement. Nous reparlons ici du déplacement. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est le fait qu'à la vie adulte, nous projetons sur nos interlocuteurs, sur nos amis, sur nos rencontres, sur nos connaissances, à notre insu, inconsciemment, nous projetons sur eux des images des personnages marquants de notre histoire infantile, des personnages importants du passé. Ça peut être l'image d'une mère, l'image d'un père, de frères, de sœurs, d'un oncle, d'une tante, d'instituteurs, de professeurs, de différents personnages qui ont eu un impact impressionnant sur le psychisme de l'enfant. Et alors, le transfert, si vous voulez, c'est une répétition, parce que dans le psychisme, il y a souvent des mécanismes de répétition. Il répète. En effet, avec le transfert, on répète avec les personnages du présent des modes de relation qui sont éventuellement conflictuels, avec des modes relationnels issus du passé, issus de l'enfance. Dans nos relations avec nos proches, il peut y avoir de la haine, de l'envie, de la jalousie, de l'admiration, de l'idolâtrie, de la méfiance, tout ce que vous voulez, en partie ou totalement inconscients, et qui sont issus de nos expériences infantiles.
c'est une répétition. Et c'est très important. Freud a donc découvert le transfert. Et en fait, qu'est-ce qu'il faisait avec la psychanalyse? Maintenant, les moyens, disons la façon dont la psychanalyse intervient ou peut aider les gens est conçue de façon plus large. Mais au début, Freud voyait surtout la psychanalyse comme destinée à faire naître un transfert, ce qu'il appelait une névrose de transfert. C'est-à-dire qu'il essayait, dans son vocable, il essayait de reproduire, de répéter la maladie de l'enfance, non plus sur les personnages de l'enfance, mais bien sur les personnages de l'analyse. Donc je répète, essayer de reproduire dans l'analyse, de répéter, je vais le montrer tout de suite, la névrose ancienne, de la reproduire par transfert sur l'analyste. Et alors, de l'analyser, on appelle ça une névrose de transfert. Par exemple, il peut y avoir des névroses avec un transfert oedipien massif sur l'analyste. Je vous le montrerai dans la vidéo suivante. Le conflit oedipien se renoue autour de l'analyste. Et alors, en analysant la névrose de transfert, on peut aider le patient à se libérer, à sortir de conflit, c'est-à-dire qu'il comprend que dans ses difficultés de la vie actuelle, en fait, il ne fait que répéter un mode relationnel infantile. Il existe toutes sortes de types de transferts. Très brièvement, je vais citer un transfert paternel, bien sûr, un transfert maternel, un transfert fraternel. Alors, le transfert peut être dit positif. Qu'est-ce que ça veut dire un transfert positif? C'est un transfert d'amour, d'admiration. Ça peut même être un transfert idéalisant. Hein. On voit des sentiments transférentiels où l'analyste est pour le patient vu comme une espèce de dieu, un personnage magnifique et tout-puissant. Mais à l'inverse, il peut y avoir un transfert négatif qui est fait de haine, de jalousie, d'envie, de rivalité. Je vais vous donner un exemple clinique. Je ne vais pas vous donner un exemple de transfert oedipien parce que vous en aurez abondamment à la deuxième vidéo, où je ne vais parler que de l'Oedipe, mais je vais donner un autre exemple très frappant, qui est un exemple que j'ai vécu, un exemple de transfert fraternel, un transfert lié à la relation infantile aux frères. Il s'agit d'un homme de 35 ans. Et cet homme vient me consulter, enfin on me l'a envoyé, parce que dans sa vie professionnelle, il répète toujours le même scénario. Il est engagé par un patron dans une boîte, dans une firme, et puis il y a une première période où tout se passe très bien, il donne satisfaction, pas d'ennui, tout se passe bien. Et puis dans un deuxième temps, il commence à se disputer, à se révolter, à s'insurger contre le patron, contre les autorités de la boîte. Il y a des conflits d'autorité et il se met à la porte. Et ce scénario se reproduit des tas de fois. Il cherche une autre boîte, il cherche un autre emploi, tout recommence bien, calmement, et puis après un certain temps, émergent à nouveau des conflits avec l'autorité, avec le patron, et à nouveau, il se fait mettre à la porte. Et ça s'est répété certainement 3-4 fois. Et un ami du patient qui était témoin de ce mécanisme répétitif me l'a envoyé en psychothérapie analytique. Alors, je vais expliquer un peu ce qui s'est passé pour vous donner l'illustration très frappante d'un transfert fraternel ici. J'apprends par le patient certains éléments de sa vie familiale. En fait, il faut dire, le père était gravement alcoolique. Le père était gravement alcoolique, ça veut dire que psychiquement, dans la famille, le père était comme absent. Le père était tout à fait démissionnaire et absent. Le patient avait un frère aîné et la mère avait délégué toute autorité sur mon patient, donc le frère cadet, au frère aîné. Donc le frère aîné était le chef de famille. Et il semble bien sûr, c'est le vécu du patient, mais c'est important, il a vécu le frère aîné comme un personnage dictatorial. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce langage, mais il me disait, mon frère avait une mentalité de para. Ça veut dire une mentalité de parachutiste, donc autorité brutale, sans nuance, répression, etc. Donc ce patient était soumis sous la contrainte sévère du frère aîné. Et alors, bon, comment s'est passée la thérapie avec lui? Eh bien, elle a répété un peu tous ces mécanismes répétitifs et tous ces scénarios qui se passaient chez ces différents employeurs. Ça s'est passé de la même façon. D'abord, au début, en thérapie, tout se passait très bien. Il venait à ses séances, il était content, il me parlait de sa famille, et je dirais même, c'était un patient
Bon, je caricature un peu, je m'amuse un peu, mais c'était un patient soumis, gentil, conciliant, tout allait très bien. Alors vous savez que ce qui est assez frustrant pour les patients, c'est qu'en analyse, il y a des règles. Il y a des règles strictes que peut-être des gens du monde extérieur ne comprennent pas bien, mais il y a des règles, il y a un cadre, que par exemple, une séance manquée, eh bien, il faut la payer. Et que si un patient arrive en retard, eh bien, la séance, elle n'est pas rallongée pour autant. Ça a l'air un peu rigide, mais c'est un cadre, et nous n'avons pas le temps de parler de ça, c'est pas le sujet, mais le cadre, c'est un élément très important de la psychanalyse. Et après une première période où tout allait bien, tout baignait dans l'huile, le patient était content et on s'entendait si bien, eh bien, une fois il a manqué une séance. Et pas de chance, je lui ai demandé de la payer. Et puis une fois il est arrivé un quart d'heure en retard, les séances durent généralement 45 ou 50 minutes, eh bien sa séance a été écourtée d'un quart d'heure. Alors le patient a commencé à se fâcher et on a vu sa colère monter et j'avoue que contre-transférentiellement, j'avais un peu peur parce qu'il était très en colère contre moi. Il était assis pas loin de moi. Entre nous deux, il y avait un pot de fleurs. Et il me disait, je ne vais pas vous envoyer ce pot de fleurs à la tête, mais j'en ai bien envie. Et je voyais qu'il luttait contre ses désirs de m'envoyer le pot de fleurs. J'ai essayé de garder un calme imperturbable. Et puis, j'ai pu lui montrer qu'il se passait dans l'analyse une répétition transférentielle. C'est-à-dire que dans l'analyse, je représentais son frère. J'étais ce parachutiste très autoritaire qu'il avait brimé. Dans un premier temps, il s'était soumis à son frère, il s'était soumis à ce parachutiste, mais avec une rage inconsciente, évidemment. Quand on se soumet, il y a des sentiments de révolte, mais si le frère est trop écrasant, trop puissant, eh bien, on étouffe et on refoule sa rage et sa révolte. C'était la même chose avec les employeurs, et dans un premier temps, il était très sage, très soumis, et puis la rage éclatait, et l'employeur le fichait à la porte. Donc vous voyez, dans le transfert, au fond, il y a trois éléments. Il y a le vécu avec les personnes de l'enfance, le vécu avec les personnes de l'entourage à l'âge adulte, et alors le vécu qui est généré face à l'analyse dans l'analyse. Donc l'enfance, et puis l'âge adulte, et puis alors l'analyse. Et l'analyse essaye donc de reproduire les mêmes schémas relationnels, c'est ça le transfert. Et alors, comme il y avait quand même toute une relation de base qui s'était construite, et que j'ai gardé un calme imperturbable, je ne suis pas entré comme un patron dans la contre-colère, etc., j'ai pu dénouer ça en analysant avec lui le transfert, en lui montrant que, en fait, il était occupé dans sa rage avec moi, à répéter sa rage contre son frère et la rage qu'il avait répétée aussi contre ses différents employeurs. Et grâce à, si vous voulez, toute la base calme et bienveillante de la relation entre lui et moi antérieure, quand même un certain degré de confiance et une relation positive, grâce aussi à mon calme, que je n'opérais pas de rétorsion et qu'au contraire, calmement, j'essayais pour l'aider de lui expliquer ce qui était en train de se passer, le patient ne m'a pas jeté le pot de fleurs à la tête, il a fini par se calmer après quelques séances qui m'ont fort angoissé, et il a compris ce qui se passait, et il a pu tout à fait récupérer une attitude calme et de bienveillance avec moi, et il a repris une vie professionnelle, et je ne l'ai pas su directement, mais par l'ami qui me l'avait envoyé, j'ai appris tout de même que ses relations avec ses patrons s'étaient nettement améliorées. Mais donc, je cite ce cas parce qu'il est très illustratif, c'est un cas de transfert fraternel. Le patient répète avec ses employeurs et puis répète avec moi dans la thérapie les sentiments et les attitudes qu'il a eues envers un frère dictateur. Donc, pour résumer tout ça, le thérapeute doit toujours, tout thérapeute doit toujours se demander qui il représente dans la tête du patient. Hein? Est-ce qu'il représente une image paternelle, une image fraternelle, etc. Alors je vais parler, ça c'était le transfert par déplacement. Je vais parler très brièvement, alors nous arrivons à la fin de mon exposé, je vais parler très brièvement d'une autre forme de transfert qui est moins connue, c'est ce qu'on appelle le transfert par retournement. Transfert qu'on trouve chez des patients qui ont subi des expériences intolérables, des expériences traumatiques de passivité, d'impuissance et de passivité. Dès la petite enfance, un vécu qui est intolérable, c'est l'impuissance et le fait d'être mis de force dans une situation passive, c'est-à-dire dans une situation vis-à-vis de laquelle on n'est pas capable de réagir. On est mis dans une position passive. Eh bien,
un mécanisme de défense extrêmement primitif et fondamental, très important, et qui peut alors se traduire par certains modes de transfert. C'est ce que nous appelons le retournement ou le renversement du passif en actif. C'est-à-dire que le patient va avoir le besoin irrépressible de faire subir à l'objet, à la mère, aux amis, à l'analyste, il va faire subir à l'autre ce qu'il a subi lui-même passivement dans l'enfance. Donc ce qu'on a enduré, subi dans un état d'impuissance, de passivité dans l'enfance, on peut avoir besoin à l'âge adulte de le retourner, de le renverser, si vous voulez, en son contraire, et d'être soi-même l'élément actif, et de faire subir ce qu'on a subi soi-même à l'autre. Bon, je vais donner quelques exemples, des exemples graves et des exemples qui sont sévères aussi, mais qui sont plus usuels. Exemple grave, vous savez, je ne pourrais pas dire que c'est 100% des cas, mais les gens qui sont abusés sexuellement sont souvent des gens qui ont subi eux-mêmes des abus sexuels dans leur enfance. Les gens qui battent leurs enfants ou qui sont violents avec leurs enfants sont souvent des personnes qui elles-mêmes ont été battues ou ont subi des violences dans leur enfance. Donc vous voyez qu'il y a un mécanisme inconscient, inéluctable, très puissant, qui fait qu'on a besoin de tout ce qu'on a vécu de façon passive à le retourner de façon à en devenir l'acteur, le personnage actif. Donc c'est la même scène, mais les personnages se sont inversés. C'est le retournement. Et de façon un peu plus subtile, mais qui n'est pas sans gravité, vous savez bien que des parents qui eux-mêmes ont subi de la part de leurs propres parents une éducation très rigide, très obsessionnelle, avec des règles étouffantes, d'une grande rigidité, eh bien, ou bien ces parents vont verser dans une attitude révoltée, ou bien souvent eux-mêmes appliquent à leurs enfants les mêmes règles très rigides, punitives, sévères, etc., qu'ils ont subi de leurs parents. Donc vous voyez qu'il y a toute une tendance à répéter de façon active, c'est une espèce de revanche, si vous voulez, de revanche narcissique, de revanche de l'amour-propre, mais c'est inconscient, à répéter de façon active ce qu'on a enduré passivement dans le passé. À ce propos-là, je vais aussi souligner, je vais passer brièvement, mais là je vous demande de réfléchir parce que je serai très bref, et en même temps j'évoque quelque chose de très important. C'est une forme terrible de masochisme. Il y a des masochismes très importants, des patients qui s'infligent des échecs, des blessures, etc., des douleurs existentielles, et il peut y avoir de nouveau un masochisme lié à une espèce de sauvegarde de l'amour-propre, du narcissisme, comme disons. C'est que des patients qui ont souffert de parents ou d'autres personnages dans leur enfance ont besoin de façon narcissique de retourner ça, mais ils le retournent sur eux-mêmes. C'est-à-dire le mécanisme, ce n'est pas mes parents qui m'ont fait souffrir, c'est moi-même. Et bon, c'est une solution terrible au problème, ce ne sont pas mes parents qui m'ont fait souffrir, mais c'est moi-même. Mais ça peut être une solution qui sauve le narcissisme, comme si le sujet avait l'impression de regagner le pouvoir, de regagner l'initiative. Et c'est une chose à laquelle les thérapeutes et les analystes doivent beaucoup réfléchir. Il y a des patients qui souffrent, qui s'infligent des souffrances, des échecs. Et en fait, c'est dans un sentiment inconscient de toute puissance parce qu'ils ont pris la place des parents ou des éducateurs qui leur avaient infligé ça à eux quand ils étaient enfants. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que je n'ai pas été trop long ni trop obscur. Donc, la deuxième vidéo, nous l'opérerons en principe le 15 novembre. Elle sera centrée sur le complexe d'Oedipe. Alors, pour chaque vidéo, pour ne pas être enseveli, pour chaque vidéo, je vous demande de construire tous ensemble un total de 6 questions par vidéo. Je l'ai limité à 6, je répondrai à 6. Vous construisez ensemble un email en anglais avec 6 questions et Simon et moi, nous répondrons, je répondrai avec l'aide de Simon, je peux te nommer, je répondrai alors par une deuxième vidéo. Donc, à chaque exposé, une réponse de 6 questions par mail et une nouvelle vidéo où, en français, de nouveau, je répondrai à vos questions. Bon, j'espère que mon exposé vous a intéressé. J'ai eu en tout cas grand plaisir à renouer ce contact avec vous et on vous donne rendez-vous en principe le 15 novembre. Voilà, à bientôt.